S'il suffit d'ouvrir l'œil pour observer le monde, l'humanité, au fil d'innovations successives, a toujours cherché à voir plus loin, à voir mieux, à voir différemment. How did your uneducated kind ever take Jerusalem? Ainsi, l'invention du microscope électronique permit d'observer les faisceaux d'électrons et de voir l'infiniment petit. L'amélioration du télescope dans les années 1920 facilita les recherches d'Edwin Hubble et aida à l'exploration de l'infiniment grand. L'invention de la photographie eut une influence considérable sur la représentation en général et sur la peinture en particulier, la libérant du vérisme et l'ouvrant à l'abstraction. Toute avancée technologique modifie alors en profondeur son médium en même temps que notre regard sur le monde. Et le cinéma, art technologique par excellence, a durant son histoire connu nombre d'évolutions techniques, chaque avancée amenant donc avec elle son lot d'innovations, autant que de changements de perception. Mais la fin des années 20 voit un bouleversement très particulier dans la production cinématographique. Car il n'est pas la question d'image, mais de son. The finished film employed for reproduction in the motion picture theater, therefore, carries not only the picture of the action that is to be seen, but also the photographic record of the sound that is to be. L'arrivée du parlant, de la bande-son synchrone, va modifier en profondeur la fabrication des films, mais aussi son langage et jusqu'à la façon de penser le médium. Roll sound. Roll camera. Scene 6, take 1. Si l'on remonte aux origines du cinéma, on remarque une chose. Le 7e art a d'abord choisi d'être muet. Car contrairement aux idées reçues, la technologie du parlant a été inventée dès le début du XXe siècle. Et en 1905, les films d'Alice Guy, comme Le Coq ou Questions indiscrètes, sont ainsi déjà des films parlants. Mais le cinéma préféra se taire pendant les 30 premières années de sa vie pour découvrir sa propre grammaire, explorer la puissance de l'image, du montage. Et il arriva à une précision et une sophistication dans son langage qui seront stoppées net avec l'avènement du parlant. Les nouvelles contraintes techniques, la facilité du dialogue pour exprimer des sentiments, tout cela n'encourage pas forcément l'expression par l'image, mais, pour le pire ou le meilleur, l'arrivée du son était de toute façon inévitable. Revenons sur cette période charnière de transition. Le cinéma va tout à la fois redouter et ardemment désirer l'arrivée du son. Redouter car, rendu sonore, comment certains des ressorts comiques du burlesque et du slapstick pourraient encore marcher? Comment ce plan de Malek l'insaisissable de Buster Keaton peut encore fonctionner si on ajoute le son de la voiture? La surprise du personnage n'a plus lieu d'être. De même, comment la situation comique de ce plan des temps modernes peut encore advenir si personnages et spectateurs entendent la foule en train de se rapprocher? Avec le son, le quiproquo n'existe plus. Mais certains films semblent également appeler le son. La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer semble déjà découpé comme un film parlant, anticipant tous les films de procès du siècle à venir. Et on croirait presque percevoir dans les gros plans de René Falconetti un cri désespéré pour faire entendre sa douleur, la seule chose qui lui manque. Parfois, je me dis qu'il ne lui manque que la parole. Et, dans sa délicate façon d'opérer un parallèle entre les décors et les sentiments des personnages, à la manière des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, Victor Tjøyström crée avec le vent des suggestions sonores qui touchent au sublime et sont, au sens propre, inouïes. Ces films, sorte de saint graal de ce qu'il était possible de faire au moment du muet, semblent paradoxalement appeler le son de tous leurs vœux, quitte à le regretter.
Deux des cinéastes les plus importants de la période du muet vont être confrontés à ce changement de paradigme et accoucheront chacun d'un film majeur illustrant ce moment décisif. D'un côté, celui qui a créé la première icône de cinéma, cette silhouette anonyme, Charlie Chaplin. Il faut préciser anonyme, car si en France on le nomme Charlot, les génériques nous indiquent bien que ce personnage n'a pas d'identité et que, n'étant personne, il peut donc être tout le monde. De l'autre côté, il y a Fritz Lang, cinéaste visionnaire, celui qui a poussé loin le langage cinématographique, mélangeant les genres et les époques, portant à l'écran les visions les plus folles de son temps. Celui qui, avec les Nibelungen, a redoré, pour le meilleur et pour le pire, le blason d'une Allemagne humiliée par le traité de Versailles. Une filmographie foisonnante donc, sur laquelle revient en longueur et en détail la chaîne Zoanima dans cette vidéo, explorant toute la noirceur de l'œuvre de Fritz Lang. Au début des années 30, le cinéma se doit d'être parlant, et, venant du muet, Fritz Lang et Charlie Chaplin vont répondre très différemment à cette injonction. Avec deux films mettant astucieusement en scène des personnages aveugles, deux films dans lesquels le son et la parole n'ont pas le même rôle dans la narration. Cinéma parlant, cinéma sonore, il faut faire la différence, flagrante chez Chaplin. Chaplin est un peu parti en guerre, alors voilà, c'est aussi ce que l'histoire a retenu, contre ce qu'on appelait à l'époque les talkies, les films parlants. Et les termes ont leur importance parce que c'est vraiment contre le parlant, la parole, que Chaplin part en guerre plus que contre le cinéma sonore ou les possibilités du sonore. Dès la première scène des Lumières de la ville, le réalisateur pose sa note d'intention. Même au temps du parlant, le dialogue n'a pas le droit de citer chez Chaplin. Le réalisateur cherche-t-il à tout prix à rester dans les codes du muet? Non, car s'il refuse le dialogue intelligible, Chaplin use volontiers du son synchrone, vraie révolution de son temps. Je ne me servirai pas de la parole pour les Lumières de la ville. Pour moi, ce serait fatal. Mais je me servirai de l'accompagnement musical synchronisé et enregistré. C'est là une toute autre affaire, et d'une importance et d'un intérêt inestimables pour nous. Ainsi, le dialogue n'existe pas chez Chaplin, mais les bruitages et la musique si, qui vont venir enrichir le film en termes humoristiques ou dramatiques. De petits gimmicks sonores viennent pousser le comique d'une situation, le thème musical de la jeune fille, revenant à plusieurs reprises, nous signifie les pensées du personnage pour s'adulciner. Quand on écoute, quand on met en rapport l'image et le son dans le détail dans ce film, on est frappé par le nombre d'inventions, de nouveautés. Il y a même du silence. Alors que dans les autres exemples ou dans les films de l'époque, il faut absolument remplir, parler, il n'y a pas une place pour le silence. Parce que voilà, c'est ça le 100% parlant. Silence qui peut-être était rare aussi, je dirais, dans l'écoute de l'orchestre accompagnant les films dans les salles au moment de l'époque muette. Chez Chaplin, c'est du silence qui dure, et c'est du silence qui, naturellement, est parfaitement à sa place dans la synchronisation. Le son enrichit, fluidifie le cinéma de Charlie Chaplin donc, mais n'en change pas fondamentalement la donne. Il n'y a pas de cassure stylistique dans la carrière du réalisateur, car les points essentiels de la narration des Lumières de la ville peuvent se passer du son. Ainsi, Chaplin passe volontairement sous silence les deux nœuds dramaturgiques les plus importants de son film.
Après la première séquence du discours, Chaplin revient au muet dans la scène suivante, celle de la rencontre entre les deux personnages principaux. Il rend silencieux le bruit du moteur et de la portière, à la base du quiproquo. La femme, aveugle, pense que l'homme à qui elle veut vendre des fleurs est riche et possède une voiture. Une construction purement visuelle, toute la compréhension passe ici par la mise en scène. L'autre moment clé que Chaplin passe sous silence sont les célébrissimes retrouvailles finales. Dans cette dernière séquence, il arc-boute tous les faits dramatiques sur l'impossibilité des personnages à communiquer. Sorti de prison, le vagabond erre dans les rues et se retrouve nez à nez avec celle qu'il aime. Mais ces retrouvailles se font au travers d'une vitrine. Retrouvailles asymétriques, puisque la jeune fleuriste qui était aveugle a recouvré la vue très récemment, et elle ne peut donc pas le reconnaître, car elle ne l'a, littéralement, jamais vu. Lorsqu'elle le rejoint dans la rue, nous nous attendons intuitivement et inconsciemment à ce que la reconnaissance se fasse par la voix. Mais, faisant bien attention à garder le personnage du vagabond silencieux, Chaplin fait passer cette reconnaissance par le toucher. Séquence iconique et ultime pirouette du premier film sonore de son réalisateur, qui, par là, affirme que le cinéma n'a pas besoin de la parole pour faire passer les plus grandes émotions. Il fait ici en sorte que le vagabond ne prononce aucun mot d'aucune langue afin que n'importe qui dans le monde puisse se projeter en lui et s'identifier. Et lorsque le personnage prend pour la première fois la parole 5 ans plus tard, dans les temps modernes, l'absence de langue devient toutes les langues à la fois, quand il entonne alors une chanson dans un espéranto très personnel. L'universalité propre au personnage est alors toujours bien présente. Fritz Lang, en cette fin des années 20, vient quant à lui de réaliser La Femme sur la Lune, dernière superproduction de la UFA, avant que le krach de 1929 ne vienne impacter le studio. Le film est un échec commercial, ce qui va pousser le réalisateur vers un projet moins coûteux. Passionné par les faits divers, le cinéaste allemand qui collectionnait les articles de journaux relatant événements et autres crimes mettant en lumière les horreurs de l'humanité, va adapter à l'écran la récente histoire de Peter Kürten, surnommé par la presse le vampire de Düsseldorf. Une histoire faite d'agressions sexuelles et de meurtres commis sur des adultes et des enfants qui défraya la chronique allemande entre février et novembre 1929. Le tournage de M le Maudit débute alors en 1930 pour une durée de 6 semaines, bien moins que les 17 mois que demanda la production de Metropolis. Mais ce projet plus modeste n'enlève évidemment pas à Fritz Lang sa précision dans son approche. On sait que le réalisateur découpait avec précision tous ses films, plan par plan, ce qui n'était pas forcément une pratique répandue à l'époque. Et alors que certains cinéastes refusent tout d'abord le son, Fritz Lang va, de son côté, immédiatement inclure cette technologie dans sa dramaturgie, jusqu'à faire de ce nouvel outil le moteur principal de son nouveau film. L'intention est claire dès les premières secondes. Le son, en l'occurrence une comptine, ouvre le film avant que l'image n'arrive. La bande sonore permet là d'agrandir l'univers filmique, la diégèse. En effet, elle crée un nouvel espace, intermédiaire, efface la césure nette entre champ et hors-champ, amenant une nouvelle matière pour sculpter l'espace-temps du film. Dans l'ouverture de M le Maudit, une mère attend sa fille avec anxiété. Chaque son venant de l'extérieur pouvant être interprété comme un signe de son retour, Fritz Lang construit toute la tension de la scène grâce à la bande sonore sur le hors-champ. Prenons un autre exemple. Ici, c'est encore le son, du klaxon en l'occurrence, plus que la voiture en elle-même, qui fait office de menace. Lang aurait pu tourner cette scène comme ceci. Dans ce cas, comme dans d'autres, c'est de l'image que provient la surprise, alors que dans M, elle est créée par le son.
Et sans le bruitage, la scène perd une bonne partie de son efficacité avec un tempo à contretemps. L'articulation entre image et son devient alors un nouveau terrain de jeu pour les réalisateurs. Et dans M le maudit, c'est donc par le son que tout va se jouer. L'assassin, dont on ne voit pas le visage, est d'abord caractérisé par sa voix. La prise de conscience de la disparition de la petite Elsie est produite par son absence de réponse. La découverte de la cachette de l'assassin se fait à cause du bruit. Et, évidemment, M est défini par la mélodie qu'il sifflote. Une mélodie qui va permettre au personnage de l'aveugle de l'identifier et le dénoncer. Un personnage atteint de cécité découvrant une terrible vérité, voilà une figure qui deviendra ensuite un archétype, traversant toute l'histoire du cinéma. Ainsi, c'est une aveugle qui découvre qui est réellement Mark dans Le Voyeur de Michael Powell. Un aveugle également qui comprend les événements troubles se déroulant dans l'école de danse du Suspiria de Dario Argento. Une aveugle, encore, qui a le fin mot des histoires surnaturelles qui se jouent dans l'au-delà de Lucio Fulci. Ma perché non hai voluto ascoltarmi, Lisa? Bref, cette figure est devenue un incontournable dans le cinéma, de genre notamment. Comme si en ôtant simplement la vue à un personnage, en le plongeant dans le noir, il accédait à une dimension presque surnaturelle. Une dimension physique, évidemment, quand il développe des capacités hors normes, mais aussi et surtout une dimension sensorielle. Dans ses nombreux récits, l'aveugle, ne pouvant voir, peut alors dépasser la surface des choses, les apparences, et donc entrevoir une vérité insaisissable pour le commun des mortels. Chez Chaplin, la jeune fille peut alors dépasser les a priori et tomber amoureuse d'un clochard. Chez Lang, l'aveugle est le seul à pouvoir identifier comme tueur un homme à l'apparence banale, se fondant dans la foule. Privé de la vue, le personnage aveugle est là pour bousculer les attendus d'un récit, ses conventions, au sein d'un médium, le cinéma, misant tout sur le regard. Si l'on en revient au travail sur la bande sonore, deux conceptions s'affrontent dans M le maudit et Les Lumières de la ville. Chez Lang, le son va donc agrandir le champ du film, alors que chez Chaplin, il ne va que nuancer, préciser ce qui est déjà dans le cadre. Une approche centrifuge d'un côté, qui amène personnage et public vers un ailleurs, une approche centripète de l'autre, qui concentre le regard du spectateur. Ce traitement du son symbolise simplement deux approches opposées dans la mise en scène. Chaplin travaille un cinéma frontal, venant de la pantomime, et dans lequel tout doit donc se dérouler dans les limites du cadre. Rien n'existe autour, car c'est bien le corps du héros qui est le moteur de tout le récit. Il concentre toutes les péripéties du film, rien ne peut donc exister en dehors de lui, de son mouvement. La perte de conscience du personnage ne pouvant dès lors amener qu'une chose, la disparition de l'image par un fondu au noir. L'approche de Fritz Lang est moins directe, plus insidieuse, par le son comme on l'a vu, mais également dans la mise en image, jouant en permanence sur la suggestion. L'ombre évocatrice du tueur, les cadres vides, le jeu métonymique sur la représentation de la mort de la petite fille. Plutôt que la lumière, le réalisateur filme le trouble, ce qui reste dans l'ombre. Fritz Lang poussera encore plus loin l'emploi du son dans son film suivant, Le Testament du docteur Mabuse, dans lequel il fait encore une fois de la bande sonore un des ressorts principaux de l'avancée du récit. Le film s'ouvre sur une séquence où une machine crée une rythmique donnant une musique pré-industrielle. Ce son omniprésent transforme de fait la séquence d'ouverture en film muet. Lang joue pleinement avec cette nouvelle forme d'écriture cinématographique.
Le son anticipe l'image, la commente en sous-texte, la contredit ou lui répond. Et comme pour M le maudit, il se sert de ce nouvel outil pour l'inclure dans sa narration et en faire un élément dramaturgique décisif. Chaplin, lui, après les Lumières de la ville, enchaîne avec les temps modernes, pour lequel il hésitera à passer le cap du parlant. Le film devait être tourné avec de vrais dialogues, Chaplin avait tout prévu. Mais après quelques jours de tournage, le réalisateur s'aperçoit qu'il fait fausse route. Dans mes films, je ne parle jamais. Je ne crois pas que ma voix puisse ajouter à l'une de mes comédies. Au contraire, elle détruirait l'illusion que je veux créer, celle d'une petite silhouette symbolique de la drôlerie. Non un personnage réel, mais une idée humoristique, une abstraction comique. Les seules lignes de dialogue qui resteront dans le film seront celles du grand patron. Section 5, speed her up, 401. Des paroles résonnant par le biais de machines qui ne sont alors synonymes que d'ordre, violent et autoritaire. Quit stalling, get back to work. La note d'intention est encore une fois très claire et la méfiance envers la parole totale. Le personnage du vagabond ne peut parler, il tirera donc sa révérence avec ce film, enfin accompagné, mais toujours muet. Les films de Charlie Chaplin et Fritz Lang, en plus de se placer à un tournant dans l'évolution du 7e art, se placent également à un tournant de l'histoire tout court. Les temps modernes est le premier film ouvertement politique de son réalisateur, faisant vivre à son héros les affres de la Grande Dépression. Travail à la chaîne, pauvreté, chômage, manifestations. Plus que jamais, Chaplin place son personnage au cœur de l'histoire contemporaine américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, les années 30 ne sont pas non plus une décennie joyeuse. Dans M le maudit, Fritz Lang filme froidement un peuple cherchant des boucs émissaires, victime expiatoire d'un inconscient collectif en ébullition. Les nazis ne s'y trompèrent pas et demandèrent à Lang de changer le titre initialement envisagé « Les assassins sont parmi nous ». Dans un emballement mimétique, les personnages du film se montrent mûrs pour le totalitarisme. Le réalisateur nous dit que le mal est en chacun de nous, et il le dira tout au long de sa carrière. Film de serial killer aux comédies slapstick, Les Lumières de la ville et M le maudit jouent la carte de la fiction, du divertissement pur via l'horreur ou l'humour. Fritz Lang et Charlie Chaplin comprennent alors parfaitement les enjeux cinématographiques de leur époque, tout en ayant conscience des enjeux politiques de leur temps. Leurs films deviennent ainsi des films pivots dans l'histoire du 7e art, mais aussi des documents passionnants pour étudier la grande histoire, pour saisir l'esprit d'une époque tourmentée. Soit la définition de grands films populaires, intemporels.